Était-ce une situation dangereuse? Était-il probable qu'elle conduise à une flambée généralisée au Moyen-Orient? Selon le jugement du gouvernement, c'était le cas. En quelques heures, les principales colonnes israéliennes se dirigent vers le canal. La Grande-Bretagne et la France réagissent immédiatement avec un ultimatum: arrêtez les combats ou nous intervenons sans avertissement, Israël frappe. Le général Moshe Dayan, commandant en chef, ordonne une attaque. Les patrouilles israéliennes effectuent une fouille maison par maison, vérifiant les identités pour se prémunir contre les infiltrations hostiles. Il semble qu'Israël ait réussi à détruire les bases au Sinaï et à Gaza. Le Moyen-Orient, des dégâts considérables avec des maisons détruites dans la bande de Gaza, à propos des récents affrontements entre les forces égyptiennes et israéliennes. Lorsque l'armée est arrivée, la plupart des civils n'ont pas rencontré de bataille. Ils ont rencontré des ordres. Des proclamations de couvre-feu ont été affichées sur les murs et diffusées à la radio. Des quartiers entiers ont été marqués comme zones fermées. Se déplacer après les heures fixées nécessitait un permis tamponné. Le langage semblait bureaucratique. La conséquence était brutale. Soyez visible, soyez contrôlable. Sortez des règles et risquez d'être abattu. Du couvre-feu découle le filtrage. Sur le papier, cela signifiait identification et interrogatoire. En pratique, cela signifiait une convocation à l'extérieur. Les gens étaient invités à quitter leur maison et à se rassembler dans les cours d'école, les carrefours, les champs ouverts. Des files se formaient non pas une fois, mais à plusieurs reprises au cours du mois. Les hommes séparés des garçons et des anciens. Les femmes et les enfants se tenaient à l'écart, ou étaient amenés plus tard. Les documents étaient à vérifier. Les noms étaient lus. Un permis manquant, une adresse non concordante, une rumeur chuchotée à 2 rues de là. Chacune de ces choses pouvait suffire. Ceux qui étaient désignés étaient conduits vers des points de rétention, des salles de classe, des cours, des enclos improvisés. Certains revenaient après des heures, certains après des jours, certains ne revenaient pas. Les survivants ont décrit plus tard les attentes. Debout sous le soleil ou le froid du matin jusqu'au soir, écoutant les noms qui signifiaient libération ou disparition. Cette méthode s'est abattue sur un système déjà sous tension. La capacité hospitalière s'était effondrée pendant l'occupation. Les blessés gisaient sur les sols. Les morgues se remplissaient plus vite qu'elles ne pouvaient être vidées. Les comités des mosquées transportèrent de la glace pour ralentir la décomposition. Les familles creusèrent des tombes à la hâte. Même l'UNRWA admettrait plus tard que ces listes des morts ne pourraient jamais être complètes, car beaucoup ont été enterrés avant d'avoir pu être identifiés. Les rapports de terrain des Nations Unies du même mois ont noté le même écart. Des enterrements effectués avant que les noms ne puissent être inscrits dans le registre. La densité de Gaza a multiplié le préjudice. Dans un territoire déjà rempli de réfugiés, un couvre-feu ne faisait pas que calmer une ville. Il vidait des camps entiers. Un filtrage destiné à isoler quelques suspects balayait des quartiers entiers. Les familles attendaient des jours sans nouvelles.